Monsieur, je suis un sceptique. Vous avez parlé du fait que l'on doit améliorer ses compétences. Alors comment démarrer ce processus? L'IT est un début. Donc, à propos de quoi êtes-vous sceptique? Vous ne croyez pas qu'être compétent va marcher dans ce monde, c'est cela? La corruption est aussi un certain genre de compétence de toute façon. C'était censé être une blague. C'était censé être une blague. Ok, c'est censé être. Donc, maintenant, comment améliorer ma compétence? Voyez, disons que vous voulez courir sur une piste, disons que vous voulez faire une course. Vous voulez courir 100 mètres. Ce n'est pas sur la course que vous devez travailler là maintenant. Vous devez travailler sur vos jambes et poumons et muscles et tout, n'est-ce pas ainsi? Donc, si vous voulez devenir un grand ingénieur, oui, définitivement, un institut comme celui-ci est crucial, à un niveau. Mais un grand nombre de gens sont venus ici et repartis, ils ne sont pas tous devenus de grands ingénieurs. Ils ont peut-être produit des centaines de grands ingénieurs. Malgré tout, tous ne le deviendront pas, simplement à cause de leur propre attitude individuelle, et de leurs compétences, et quoi que ce soit d'autre, n'est-ce pas? Donc, quoi que l'Institut puisse faire pour vous, il le fait. L'une des choses les plus importantes que vous devez faire est d'améliorer vos propres capacités physiques et mentales. Parce que si vous voulez être un bon ingénieur, vous avez besoin d'un cerveau qui marche. Juste avoir un diplôme d'ingénieur est peut-être un passeport pour un travail. Mais ce n'est pas un passeport pour le succès, n'est-ce pas? Donc pour avoir un cerveau en état de marche, que le diplôme d'ingénieur ne va pas congeler, généralement beaucoup de diplômes, quand les gens obtiennent des diplômes, ils congèlent leur cerveau. Ils pensent qu'ils peuvent, maintenant ils ont fini de l'utiliser, maintenant ils peuvent le laisser et se reposer pour le restant de leur vie. Ce n'est pas ainsi. Ceci est seulement pour améliorer vos capacités. C'est juste un effort concerté. Une école, une université, un institut est juste un effort concerté dans cette direction. Parce que chaque individu ne peut pas y parvenir tout seul. C'est pourquoi une institution. Autrement, une institution n'a pas d'autre but. C'est là pour juste organiser cette possibilité pour vous de faire des efforts pour avoir une certaine compétence. Mais c'est une application de masse. Mais en tant qu'individu, votre chose la plus importante, c'est que vous, en tant qu'être humain, vous fonctionnez au niveau maximum. Pour que cela se produise, il y a d'autres dimensions que l'on doit explorer. Malheureusement, bien que ces sciences et technologies pour le bien-être intérieur aient été le pilier de cette culture pendant des milliers d'années, aujourd'hui, nous les perdons en grande partie pour diverses raisons. Parce qu'on veut imiter quelqu'un d'autre, on ne veut plus imiter notre grand-père Topiwala. On veut imiter le vendeur de chapeaux d'un autre pays. À cause de cela, nous perdons ces choses. Mais nous ne devrions pas, nous devons les ramener dans nos vies. Ça fait tout à fait partie de la façon dont la culture elle-même est structurée, où tout tourne autour de l'être humain. Voyez, c'est la seule culture qui parle, ce dont même une personne illettrée dans cette culture est consciente, que vous pouvez réellement évoluer vers une autre dimension d'existence. Même si je vais dans un village et parle à un paysan illettré qui n'a rien lu, qui ne sait rien, qui n'a rien entendu de tout ça, même lui, si je vais le voir, il ne va pas me demander « Donne-moi un cheval en or » ou autre chose, il va dire « Enaku mukti venum, swami ». Il dit qu'il veut la liberté ultime. Où est-ce que cet homme en a entendu parler? Nulle part ailleurs sur cette planète cela n'est possible. Nulle part ailleurs sur cette planète il n'est possible qu'une personne illettrée pense qu'il peut briser sa dimension présente d'existence et aller à un autre endroit, quel que soit cet endroit. Donc, cela a été introduit dans notre culture si profondément, nous ne devrions pas le perdre. Ce n'était pas juste l'idée, il y a des technologies pour devenir libre. Si vous vous libériez du processus de votre corps et du processus de votre mental, si vous pouviez rester en dehors de ces processus et y travailler, vous y travailleriez brillamment, vous comprenez? Vous serez capable d'utiliser ce corps et d'utiliser ce mental seulement lorsque vous êtes capable de ne pas les traiter comme moi-même. Ce sont de puissants instruments dans votre vie.
Ces instruments peuvent être employés de la façon dont vous voulez, seulement quand vous y avez un accès extérieur. Là maintenant, vous êtes un ordinateur phénoménal, et vous ne savez pas où est le clavier. Quand vous n'arrivez pas à penser, vous grattez cet endroit, ça n'est pas là que ça se trouve. Vous avez vu les gens, quand ils n'arrivent pas à penser, ils pensent fort, ils grattent ici. Ça ne marche pas comme ça. Il y a des techniques appropriées que l'on peut utiliser. Ça pourrait être offert ici, si tout le monde est partant pour ça. Ces deux yeux ne peuvent percevoir que ce qui est physique. Le troisième œil est un œil tourné vers l'intérieur. Ta convoitise, ta nature désirante, n'a jamais été à l'extérieur, elle a toujours été à l'intérieur. La convoitise veut dire qu'il se crée un sentiment d'incomplétude en toi et un désir de quelque chose. Quand on dit Shiva, le mot Shiva est devenu synonyme de troisième œil. Le troisième œil, ce que ça veut dire, c'est que ces deux yeux sont pour regarder à l'extérieur. Ces deux yeux sont capables de te montrer la physicalité de l'existence. Ces deux yeux ne peuvent percevoir que ce qui est physique. Le troisième œil est un œil tourné vers l'intérieur. Il ne va pas s'ouvrir sur ton front. Le troisième œil est un œil qui regarde vers l'intérieur. Mais vous avez entendu des histoires où Shiva a ouvert les yeux et a brûlé Kama. En Inde, il y a un dieu de l'amour et de la luxure, appelé Kama. Kama signifie luxure, que vous n'aimez pas regarder directement en face, donc vous en faites de l'amour. Parce que vous avez besoin d'une esthétique. Donc, il se cache derrière un arbre et tire une flèche dans le cœur de Shiva. Toc, elle l'atteint et Shiva est un peu troublé. Puis il voit que c'est Kama, c'est-à-dire que c'est son propre désir qui surgit. Puis il ouvre son troisième œil, un œil de feu, et brûle Kama. Il se cachait derrière un arbre, mais il a été réduit en cendres. Puis Shiva a pris les cendres de ce Kama brûlé et s'en est enduit. J'ai mis fin à ces choses pour de bon. C'est l'histoire généralement racontée aux gens. Mais dites-moi, votre désir surgit-il en vous ou derrière un arbre? Non, vous pouvez aller derrière l'arbre, ça c'est autre chose. Mais où surgit-il? En vous. Le désir n'est pas suspendu dehors. Ce n'est pas parce qu'une belle femme ou un bel homme est assis là que votre désir apparaît. Parce que le désir, le Kama, est en vous. Donc il a ouvert son troisième œil et a brûlé le Kama en lui-même, pas celui qui est dehors. Parce qu'il n'a jamais été dehors. S'il vous plaît, regardez et voyez. Votre convoitise, votre nature désirante, ne s'est jamais trouvée dehors. Elle a toujours été à l'intérieur. Donc il a ouvert son troisième œil, pas comme ça, vers l'intérieur. Puis il a vu cette convoitise, qui signifie essentiellement que certains aspects sont construits en toi, qui te font te sentir incomplet. Donc tu penses que tu ne seras comblé qu'en allant vers quelque chose ou quelqu'un. La convoitise, ce n'est pas que le sexe opposé. Le shopping est une convoitise. Parce que tu dois aller vers quelque chose. Alors seulement la vie sera complète. Tout désir est convoitise. Parce que sans cela, je ne peux pas exister. Je veux ça parce que il n'y a que quand je l'aurai que ceci sera complet.
Ça peut être une chose, ça peut être une position, ça peut être le pouvoir, ça peut être la sexualité, peu importe ce que c'est. Essentiellement, la convoitise, c'est qu'il se crée un sentiment d'incomplétude en toi, et un désir de quelque chose, qui te fait sentir que si tu n'as pas ça, tu n'es pas complet. Donc il a décidé de brûler le kama en lui-même. Il brûle le kama, et puis, au lieu d'une sueur, de la cendre a suinté des pores de son corps. Ça, c'est l'histoire yogique. L'histoire communément racontée au public, c'est qu'il se cachait derrière un arbre, et il l'a brûlé, a ouvert les yeux et l'a brûlé, et après a pris cette cendre et s'en est enduit. La dimension yogique de cette histoire, c'est que Kama a surgi en lui. Il a ouvert son troisième œil, l'a brûlé, et ensuite, les cendres ont lentement suinté de son corps, lui montrant clairement que tout était apaisé. Tout ce que tu considères comme étant toi doit mourir. Quand je parle de mort, ce n'est pas la mort physique le problème. La question, c'est de perdre tout ce que tu considères comme étant moi, en ce moment, ta personnalité, ton identité. Une fois que tu apprends à être un individu, au-delà des formats physiologiques et psychologiques, ça veut dire que tu es pour de bon. C'est ce que vivre la mort signifie. Donc, si tu sais encore être un individu, sans format physiologique et psychologique, tu es une mort vivante. Si tu es une mort vivante, tu es éternel dans ton existence. Il est temps que vous deveniez une mort vivante pour que vous viviez éternellement. Mais il y a une certaine dimension de conscience qui peut aller au-delà du temps. Yama est venu réclamer sa vie. Markandeya, qui connaissait les chemins de la vie, a juste fait une chose simple. Ils disent qu'il a continué à vivre comme un enfant de 15 ans parce que il est entré en contact avec cette dimension de conscience que l'on appelle Kalabhairavi. Comme vous l'avez mentionné, les enfants ne devraient pas apprendre le yoga ou la science intérieure à un jeune âge. Donc, quand est-ce qu'on commence à penser de façon pure et à ne pas laisser les pensées impures entrer en nous? D'où tenez-vous ces histoires de pensées pures et de pensées impures? Pas de moi. Les pensées, quel que soit le type de pensée, quelles que soient les pensées que vous générez dans votre mental, ne proviennent que des données qui ont été introduites en vous, n'est-ce pas? Vous pouvez utiliser, les permuter et les combiner et produire des millions de variétés, mais essentiellement, les pensées viennent des données qui ont déjà été introduites en vous. Si vous n'arrêtez pas d'examiner dans votre mental, quelle pensée est pure, quelle pensée est impure, oh, vous allez devenir... Et si vous essayez de limiter les pensées impures et de produire des pensées pures, vous êtes fini. Toutes les choses que ces soi-disant religions ont qualifiées auprès des gens de péché sont devenues l'activité à plein temps du mental humain. Si elle les avait juste laissés tranquilles, chacun selon ses inclinations serait allé là où il doit aller. Maintenant, ce n'est pas comme ça, c'est imprimé dans le mental de tout le monde, comme ils ont dit, ça c'est un péché, n'y pensez pas, indéfiniment ils y pensent. Ils ne sont même pas aussi libres que les chiens et les chats, les êtres humains. Simplement parce que quelqu'un a introduit cette idée qu'il y a des choses pures et des choses impures. Ce que vous avez appris à qualifier d'impur à 25 ans, je ne sais pas ce que c'est, je ne suis pas tombé sur quoi que ce soit d'impur dans le monde jusqu'ici. Je ne sais pas où vous avez rencontré toutes ces choses impures en 25 ans. Je n'ai rien vu d'impur dans ce monde. Vous, oui? Avez-vous vu quelque chose d'impur? Je n'ai rien vu d'impur dans ce monde.
Il y a divers types de personnes, avec divers types de problèmes et de limitations et de bêtises. Je ne trouve pas ça impur. Un processus de purification. À différents stades de pureté, je vois les gens. Et tout d'abord, cette idée du pur et de l'impur est une idée très malsaine. Il n'y a que la vie autour de vous. Il n'y a que la vie autour de vous. Si vous étiquetez certains aspects de la vie comme purs et certains aspects de la vie comme impurs, il y a un grave problème. Je veux que vous compreniez que ce problème est bien plus grave que ce que la plupart des gens voient vraiment. Il est très grave. À l'heure actuelle, beaucoup de religions et de cultures de la planète ont qualifié la biologie fondamentale elle-même d'impure. Oui? Oui ou non? Même les processus biologiques fondamentaux sont impurs. La sexualité est impure. Les cycles menstruels d'une femme sont impurs. Bon sang, vous êtes né de ça. Alors vous aussi êtes impur, tout le monde est impur, la création est impure. Si vous aimez ce mot, vous pouvez l'utiliser. Mais qui êtes-vous pour décider de ce qui est pur et impur? C'est comme ça que la vie est faite, n'est-ce pas? Tout dépend de comment vous faites ce que vous faites, n'est-ce pas? Selon le degré de conscience avec lequel vous les approchez, les mêmes choses peuvent devenir belles, les mêmes choses peuvent devenir laides, selon qui les fait et comment il les fait, n'est-ce pas? Oui, quelque chose d'aussi simple que manger. Manger peut être une belle expérience, pas seulement pour se nourrir. Même en tant qu'expérience, ça peut être une belle expérience. Quelqu'un mange comme ça, rien qu'en le regardant, oh. On peut tout faire comme ça, n'est-ce pas? Qui le fait? Comment c'est fait? C'est cela qui fait la différence. Donc, ces préjugés sur ce qui est pur et impur a détruit cette humanité de façon terrible. Les pensées pures, les pensées impures, oh, si vous examinez ça, vous êtes fini. Toutes les pensées sont de la camelote. D'accord? Essentiellement, elles proviennent de l'expérience limitée du passé. Ces pensées sont utiles pour votre processus de survie. Vous avez collecté une certaine quantité d'informations, vous voulez survivre dans le monde, ces informations sont utiles. Si vous regardez la vie elle-même, ces pensées n'ont pas de sens. Ce qui s'est passé hier n'a en fait rien à voir avec ce qui se passe là tout de suite à cet instant, n'est-ce pas? Mais pour ce qui est de votre survie dans le monde, vous devez vous rappeler de certaines choses. Vous devez utiliser votre vieux savoir pour gagner votre vie sur la planète. Mais, au passage, n'étiquetez pas les choses comme pures et impures. Cela peut faire complètement débloquer votre vie. Il n'y a rien de pur, il n'y a rien d'impur. La vie est simplement comme elle est. C'est à vous de la rendre merveilleuse ou de la rendre laide. Chaque aspect de votre vie. Oui, chaque aspect de votre vie, vous pouvez soit le rendre beau, soit le rendre laid. Si vous êtes conscient, vous allez le rendre beau. Si vous faites les choses compulsivement, vous allez les rendre laides. Tout dans votre vie, si vous le faites compulsivement, ça devient laid, n'est-ce pas? Si vous le faites consciemment, ça peut être rendu beau, tout. De la plus petite chose à la plus grande. Tout peut être rendu beau si vous le faites consciemment, et tout peut être transformé en un affreux désastre si vous le faites compulsivement. Mettre un enfant au monde, asseyez-vous s'il vous plaît. Ce n'est pas que les enfants c'est mal, on était tous des enfants il y a quelque temps. Il ne s'agit pas de savoir si les enfants c'est bien ou mal, c'est une question stupide. Ce n'est même pas une pensée, d'accord? C'est une chose stupide de se demander si c'est bien ou mal. C'est juste que... il fut un temps
où une femme avait facilement une douzaine d'enfants au cours de sa vie. Et c'était normal. 3, 4 d'entre eux mouraient, 7, 8 vivaient. C'était normal. Maintenant, la plupart des femmes qui ont des enfants ici en ont probablement 2. Certains se sont faufilés et ça en fait 3. En général, la plupart des femmes ont... Y a-t-il beaucoup de femmes? Laissez les femmes de plus de 50, 60 ans. Les femmes plus jeunes, y a-t-il quelqu'un qui a 4, 5 enfants ici? Presque personne, n'est-ce pas? Mais si vous posiez cette question il y a environ 50 ans, quasiment toutes les femmes, au début de la trentaine, auraient eu 5 enfants ou 6 enfants. Donc vous, quelque part, vous êtes devenu sensé. Vous avez décidé qu'au lieu d'en avoir 6, ayons-en 2 ou 1. Donc si vous pouvez avoir au moins ce niveau de bon sens, en ce moment, on en est à un stade où, si on doit nourrir, vêtir et offrir une vie décente à ces 7 milliards de personnes, on a besoin, pour les niveaux de vie qu'on a en tête, pour les niveaux auxquels la plupart des gens aspirent, on doit importer nos ressources d'au moins 3 autres planètes Terre. Il nous faut au moins 3 planètes de plus. On pourrait le faire, c'est juste qu'elles ne sont pas là. Si elles étaient là, pas de problème, on aurait pu aller tirer une planète près de nous et utiliser cette planète, mais il n'y en a pas d'autre. Donc, jusqu'à ce qu'on trouve cette autre, c'est bien de modérer votre reproduction, n'est-ce pas? Jusqu'à ce qu'on trouve des planètes en plus où l'on peut exporter notre population, c'est bien de modérer votre reproduction, autrement personne ne vivra bien sur cette planète. Peu importe quelle technologie vous apportez, peu importe ce que vous faites, personne ne vivra bien sur cette planète si vous continuez à augmenter. Quand je dis continuer à augmenter, je veux que vous compreniez le niveau d'accroissement qu'on a causé. Au début du XXe siècle, on n'était que 1,5 milliard de personnes sur cette planète. En un siècle, en 110 ans, on atteint les 7 milliards de personnes. Et on est technologiquement plus avancé que jamais auparavant. Ce que 1000 hommes ne pouvaient pas faire, pouvaient faire, aujourd'hui un homme peut le faire, du fait des machines et autre chose qu'on a. Maintenant, les Nations Unies prévoient que d'ici 2050, on sera 9,6 milliards. À 9,6 milliards de personnes, même si la Terre est exploitée au rythme actuel ou bien plus, chacun de nous devra vivre avec 40% de ressources en moins par rapport à aujourd'hui. Quand je dis ressources, ne pensez pas à des choses luxueuses, je parle de nourriture, d'eau, d'air, ces ressources-là. Vous allez devoir vivre avec 40% de moins. Ça veut dire que personne ne vivra bien. Oui? Seules quelques personnes qui contrôlent certaines choses iront bien. Toutes les autres souffriront énormément. Donc juste selon les fantaisies de chacun, continuez à faire des choses. L'humanité ne peut plus se le permettre. Il est temps que les êtres humains fonctionnent consciemment. Que juste arriver à 0% de croissance ne suffit pas. On doit passer en négatif. Au lieu de prédire qu'en 2050 on sera 9,6, pourquoi ne peut-on pas déterminer que d'ici 2050 on sera 3,5 ou 4 milliards de personnes? Être humain signifie tout faire consciemment. Qu'est-ce que cette compulsion d'avoir un enfant? D'une part, c'est biologique. Biologiquement, avoir un enfant n'est pas une expérience agréable, laissez-moi vous le dire.
Si vous ne me croyez pas, demandez à quelqu'un qui a accouché. C'est juste la satisfaction d'être impliqué dans quelque chose. C'est la satisfaction de voir quelque chose comme une partie de soi-même. Si vous en avez la volonté, vous pouvez connaître cette satisfaction avec quasiment n'importe quoi dans votre vie. Si vous êtes engagé et impliqué dans quelque chose dans votre vie, cette satisfaction est très bien prise en charge. Ceci n'est pas une campagne contre les enfants. C'est une campagne pour les futurs enfants. Pour que les générations futures vivent bien, nous devons mener nos vies consciemment. Mener notre vie consciemment a un aspect majeur en ce moment, parce qu'on ne peut pas agrandir la planète, vous devez diminuer la population. Il n'y a pas d'autre moyen. Soit vous le faites, soit la nature va le faire. Quand la nature le fait, ça ne sera pas sympa. Ça ne sera pas sympa du tout. Il y a des tas de gens comme ça. Ils sont intelligents, ils sont compétents, ils sont capables, mais leur vie est un gâchis parce qu'à chaque pas qu'ils font, ils frottent sur quelque chose. Toute pièce mobile, on veut l'arrondir parce qu'elle se déplace avec un minimum de résistance. Dans les cultures de l'Extrême-Orient, un être éveillé est appelé un enchi, ce qui veut dire qu'il est un cercle. Tout ce qu'il consomme est simplement brûlé et ne devient pas le corps, ça devient une autre dimension d'énergie. Bandha signifie littéralement un verrou, c'est-à-dire que vous engagez certains verrous dans le corps pour que votre énergie se comporte d'une certaine manière. Pourquoi ces bandhas? Que peuvent-ils faire pour vous? Avez-vous entendu parler du mot ojas? O-J-A-S, ojas? Non? Non? D'accord. Le mot ojas désigne une dimension non physique d'énergie. C'est-à-dire que vous pouvez générer une certaine quantité d'énergie non physique autour de vous. Si vous avez de l'ojas autour de vous, votre passage à travers le monde, le passage à travers la vie, devient bien lubrifié. C'est-à-dire que vous allez passer avec un minimum de friction. Dans les cultures d'Extrême-Orient, un être éveillé est appelé enchi. Enchi veut littéralement dire un cercle. Vous savez, votre roue de voiture, votre voiture... Avez-vous... Quel genre de roue avez-vous? Des roues rondes, des roues carrées, des roues triangulaires? Qu'avez-vous? Oh, mais des roues triangulaires seraient certainement plus olé olé, n'est-ce pas? Pourquoi des roues rondes? Le minimum de résistance. Elles roulent avec un minimum de résistance. Toute pièce mobile, on veut l'arrondir, parce qu'elle se déplace avec un minimum de résistance. Donc on appelle, dans les cultures d'Extrême-Orient, un être éclairé est appelé un enchi, ce qui veut dire qu'il est un cercle, pas parce qu'il a le corps rond, mais parce qu'il se déplace avec un minimum de résistance, bien lubrifié. Vous pouvez avoir une voiture fantastique, enlevez juste l'huile moteur et démarrer. Combien de temps pensez-vous que votre voiture va durer? Votre Jaguar, combien de temps va-t-elle durer? Si vous enlevez l'huile moteur, peut-être 10 minutes. Dans 15 minutes, elle sera fichue. Donc le lubrifiant est à ce point important. Dans tout ce qui bouge, le lubrifiant est à ce point important. Donc si vous voulez vous déplacer dans le monde, sans être bien lubrifié, vous verrez, chaque étape de votre vie semble être une source de friction. Et chaque étape de votre vie sera une souffrance, parce qu'il n'y a pas de lubrification. Il y a des tas de gens comme ça, ils sont intelligents, ils sont compétents, ils sont capables, mais leur vie est un bazar, parce qu'à chaque pas qu'ils font,
ils frottent sur quelque chose. Donc si vous développez une certaine quantité d'ojas autour de vous, vous traverserez cette existence avec un minimum de friction. Moins vous avez de friction, plus vous voulez faire, n'est-ce pas? Oui, vous oseriez naturellement faire beaucoup de choses si vous n'aviez pas de problème de friction. Mais si chaque fois que vous sortez vous rencontrez de la friction, vous allez hésiter demain à sortir. Cela a lieu tout le temps, n'est-ce pas? Quand vous développez de l'ojas, si vous commencez à développer de l'ojas, une chose qui va vous arriver, c'est que tout le surplus de poids dans le corps va commencer à disparaître tout seul. Vous savez, si vous venez au centre de yoga, vous verrez certaines personnes à certains moments seront dans un certain type de sadhana ou un certain type de travail intérieur. Quand ils font ça, ces jours-là, on les tient complètement à l'écart, parce que les gens prennent peur en voyant comme ils mangent. Ils vont manger 10 fois ce qu'une personne normale mangerait, des montagnes de nourriture, mais ils vont perdre du poids. On les met sur un régime riche en graisse, plein de ghee, de lait, de beurre et tout. Malgré cela, ils vont continuer à perdre du poids, simplement parce qu'ils convertissent le physique en une dimension non physique d'énergie. Tout ce qu'ils consomment est simplement brûlé et ne devient pas le corps, ça devient une autre dimension d'énergie. En yoga, on appelle cela « voler la terre ». Parce que, quoi que vous ayez en ce moment, la masse de votre corps est quelque chose que vous avez emprunté à cette planète. Vous pouvez emprunter, la Terre-Mère prête de façon très généreuse. Vous pouvez emprunter autant que vous voulez si vous pouvez le transporter. Mais quand vient l'heure de rembourser, elle va récupérer chaque atome un par un. Si vous dites « je suis ici depuis si longtemps, laisse-moi un atome en souvenir », pas moyen. Elle récupère chaque atome. Donc c'est considéré comme voler la Terre parce que maintenant vous transformez le physique en une dimension non physique de l'énergie. Maintenant, elle ne peut pas vous arrêter. Vous pouvez l'emporter avec vous. Donc c'est comme emballer quelque chose pour un long voyage, sans qu'elle le sache. Autrement, elle va le reprendre. Si c'est sous forme physique, elle va le filtrer. Si c'est sous une forme non physique, la Terre ne peut pas le retenir. Maintenant, vous faites Shambhavi. Si vous le faites tout le jour, vous allez développer de l'ojas, une certaine quantité d'ojas, qui va... Voyez, tout à coup, tout semble être facilité pour vous, ça arrive simplement. Si vous n'avez pas du tout d'ojas, vous pouvez avoir toutes les autres capacités, mais simplement à cause de la peur de la friction, vous allez être retenu. Je pense que ça représente 80% de la population mondiale. Ils sont tous retenus, toujours, avec la peur du « que va-t-il m'arriver, que va-t-il m'arriver ?» Où qu'ils aillent, ils auront de mauvaises expériences. S'ils s'investissent et essaient de faire quelque chose avec un peu d'enthousiasme, demain matin, un peu de friction arrive et ils restent en arrière. Je pense que c'est 80% de la population, la peur de ce qui va se passer. Fait d'eux des demi-pas, jamais un pas complet dans leur vie. Donc, ojas ou générer de l'ojas est une part très importante d'une vie réussie, dans quoi que vous fassiez. Ra